Quand j'arrive à Douala, Koto, à cette époque, il n'était pas à la maison pour des raisons de travail. Il partait de la maison quand il avait beaucoup de travail à faire. Et au sein de l'espace familial, il n'avait pas assez de... Il n'avait pas la tranquillité qu'il avait, la paix, en fait, comment on appelle ça, le calme pour être concentré. Alors, par moment, il prenait des chambres d'hôtel, il restait à l'hôtel pour travailler, pour être tranquille, pour se concentrer. Alors, Kotobas, je demande à ma soeur, il est où Koto? Tu peux mettre un fond, s'il te plaît, un fond sonore, un truc un peu doux, s'il te plaît. Il me dit, Koto, il est à l'hôtel. Parce qu'il travaille, à l'époque, il travaille avec cet artiste, mais il s'appelle encore, c'était un jeune artiste, Pandestar, je ne sais pas ce qu'il devient, je n'ai pas de nouvelles. Il travaille avec Pandestar, il réalisait l'album de Pandestar. Alors, Koto, moi j'arrive sur Douala, je passe la nuit de dimanche. Le lundi, je me réveille. Je sens une atmosphère pas normale. Il y avait plein de brouillard dans la ville de Douala. Un brouillard fou. Ça, c'était le 19 ou le 18, je pense que ça devait être le 18. Le 18 novembre. Une atmosphère pas possible. Alors, je me rends chez une amie à Daido. Et je lui dis, ma copine, tu vois pas que le... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Il y a le brouillard. On dirait on n'est pas encore au mois de décembre parce qu'au mois de décembre, voilà, il y a le brouillard dans la vie. Vous voyez, l'atmosphère change un peu. Il fait un peu plus frais. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a le brouillard? Je me sentais toujours pas bien. Je dis, écoute, je vais rentrer. On a passé quand même quelques heures ensemble parce qu'elle me manquait. On est rentré. Je suis rentrée à la maison. On a passé la journée de lundi et puis la nuit tombe. On dort naturellement. Un coup, j'ai envie d'aller le retrouver à l'hôtel. Et comme je savais qu'il était un peu... Il aimait pas qu'on l'embête, en fait. Il n'aimait pas, quand il est en train de travailler, il faut pas l'embêter. Il pouvait s'énerver et te taper, en fait, te jeter son bâton dessus, ou bien que toi, je voulais, par respect, j'avais beaucoup de respect pour lui. On était amis, frères et tout, mais il y avait le respect. Mais on était amis, quand il fallait blaguer, on parlait de tout, il n'y avait pas de tabou. Mais il y avait ce respect, c'était même plus le respect, c'était la peur. Il avait instauré, j'avais peur de Kotoba, c'est-à-dire peur, mais j'avais le respect. Et c'était ça, en fait. Alors, Kotobas, la nuit de mardi, naturellement, la vie est normale, hein? On va se coucher. Je me rappelle, il était à peu près 2h30 du matin, si j'ai bonne mémoire, entre 2h et 2h30. Tout le monde dort, la concession, elle est calme. On entend cogner sur le portail, ça cognait tellement fort, ça sonnait la sonnerie du portail, et ça cognait. Et nous, on se réveille, ma soeur et moi, parce qu'on partageait la même chambre. Et notre fenêtre donnait directement sur la cour. On se réveille. On ouvre la fenêtre doucement parce que ça peut être des bandits. On ouvre la fenêtre doucement. On entend une voix. Ouvrez, ouvrez. On sort, comment on ouvre la porte? On entend, on reconnaît la voix. La personne qui est en train de toquer à la porte, qui cogne fort. C'était le producteur de Kotobas. On lui ouvre le portillon, il rentre. Didier, s'il te plaît, tu peux mettre la musique de l'artiste, s'il te plaît, n'importe. Même si c'est une musique forte, tu baisses un peu, s'il te plaît. C'est un moment important. Merci. On ouvre le portillon, le producteur y entre. Il demande où est maman. On lui dit, maman dort. Il dit, réveille-la.
On dit non, elle dort. Il dit, s'il vous plaît, réveillez maman. Lui-même, il était bouleversé, il était dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe? On va réveiller maman, on lui dit, il y a Moïse qui est là. Il y a Moïse, et se réveille dans tous ses états. Moïse qui est assis au salon, maman qui sort de sa chambre, il dit, maman, je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Ça ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Basse, ça ne va pas. Il faut que vous veniez à l'hôpital, à la clinique. Basse, ça ne va pas. Maman est paniquée, nous tous on n'est pas... Regardez, imaginez-vous, on vient de vous réveiller en plein sommeil. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être tu as dormi, je ne sais pas si tu es habillé ou pas. Il fallait chercher un moyen pour s'habiller et sortir. Ce qu'on avait trouvé là, c'est ce qu'on avait mis. Et comme il était en voiture, et il ne pouvait pas transporter tout le monde, il y en a qui ont pris le... Il nous a pris moi, maman et ma soeur. Les garçons, ils ont pris... ils sont allés chercher un taxi. On s'est retrouvés à la clinique Sacre, à Bonapriso. Je pense entre Bonapriso et Nubel, limite. On arrive là-bas. On se dirige vers là. Il nous ramène, parce que lui, il était là avant. Je vous dis que Kotobas, et je le répète, j'assume mes dires. Kotobas n'était pas malade avant, c'est-à-dire même la veille. Il n'y avait pas un semblant de maladie. À cette époque, je vais vous dire, Kotobas pétait la forme. Kotobas avec un physique, il était, si je peux dire, l'agent embelli, l'agent rend propre. Kotobas était de plus en plus beau. Il s'était amélioré. Il était bien portant. Je vous dis physique. Il avait même pris un peu de poids. Vous savez, quand quelqu'un s'habille, commence à être propre. Il était beau. Il n'avait pas un signe de... Voilà. On arrive à l'hôpital, à la clinique, pardon. On le trouve justement allongé dans sa chambre. Et dans la chambre, il partageait la chambre avec, il me semble, 2 autres malades. Il n'était pas seul dans sa chambre, 2 autres messieurs. Je ne sais pas s'ils sont en vie aujourd'hui. Je ne sais pas. Kotobas était méconnaissable. Mais alors méconnaissable. La personne que tu as vue peut-être la veille, ou 2 jours avant, ou 1 semaine avant, le mec, il était méconnaissable. On dirait que Kotobas était malade au moins 6 mois, pendant 6 mois. Il avait maigri. Il était pâle. On a trouvé Koto. Il était dans un état, pratiquement, tu ne sais pas si il dormait, oui, mais il venait de loin en tout cas. Il venait de loin parce qu'il nous l'a dit. Je vous vois. C'est parce que je vous ai vu. Il dit, j'étais loin, je ne sais pas, mais je sors de loin, c'est parce que je vous ai vu que je suis revenu un peu. Il transpirait. Je ne sais pas si on m'écoute assez. Tu peux baisser encore un tout petit peu, s'il te plaît. Kotobas était en sueur. J'ai jamais vu ça. Il se battait. Kotobas transpirait comme quelqu'un qui sort d'un match de football. Il vomissait. Il lâchait tout ce qu'il pouvait lâcher. Il était trempé de sueur. Il était souillé. Il souffrait, mais alors, j'ai jamais vu une telle violence. Je vous le dis parce que j'ai vécu un traumatisme énorme. On ne peut pas souffrir comme ça. Je dis non, je ne le souhaite pas. Même au pire ennemi de Kotobas, je vous assure. Kotobas a souffert. Qui parle parce qu'il est malade, oui. Qui parle parce qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'était ses dernières paroles.
Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Il ne disait rien d'autre. On lui a tout demandé. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le producteur lui a demandé. Qu'est-ce qui se passe? On a essayé de retracer un peu tout ça, c'est-à-dire le parcours, parce qu'il a travaillé en journée. Je vous dis qu'il était en studio. Apparemment, les problèmes ont commencé au studio. Il a commencé à ressentir des douleurs fortes pendant qu'il travaillait en studio. Il était au studio Makassi. Le producteur, voyant que ça n'allait pas, il dit ok, il a demandé, lui, Kotobas, qu'on le ramène à l'hôtel, qu'il essaie un peu de se reposer. Peut-être c'est une gastro, ça va passer. Mais rien à faire. Plus le temps passait, plus les douleurs étaient intenses. On l'a amené direct à l'hôpital, à la clinique là-bas. Le gars était en souffrance. J'aurais voulu ne pas vivre cela peut-être pour avoir cette image de Koto, de mon frère que je connaissais, que j'ai vu. Mais je vous assure que ce garçon a souffert. On dirait qu'on était en train de lui couper les boyaux dans son ventre. On lui coupait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un tourbillon de tout, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ma mère qui était aussi croyante, ma mère a prié de tous ses dieux. Elle s'est agenouillée, elle a chanté des cantiques. Elle est arrivée au point où elle a dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que mon fils a fait pour galérer, pour souffrir comme ça? Lui, Kotobas, le pire c'était que il n'y avait pas que, en plus des douleurs qu'il avait, il avait sa main droite qui était paralysée. La main droite avec laquelle il jouait. Et il disait, je ne sens plus ma main. Je ne sens plus ma main droite. Comment je vais faire pour jouer la basse? Voilà les dernières paroles de Kotobas. On a pleuré de tous les mots, de tout ce qu'on pouvait dire. Ma mère, elle a pleuré. Mon frère Titi. Parce qu'à l'époque, ils avaient déjà une avance dans la foi. Non, moi je dis, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne connaissais pas le chemin de Dieu à l'époque. On était jeunes. On était jeunes. Ce garçon a souffert le martyre. Je pense peut-être, les douleurs ont sûrement commencé vers 18 h, selon ce que le producteur nous a dit. Entre 18 h et toute la nuit, c'est comme une femme qui est en travail qui va accoucher. Plus le temps passe, plus les douleurs augmentent. On lui a injecté une série de, comment ça s'appelle ce produit, du Valium. Pour atténuer les douleurs, au moins qu'il puisse dormir. Kotobas n'avait pas de... Il ne trouvait pas le sommeil. Il criait sans cesse. Il criait, il était essoufflé de douleur. C'était violent. Mais je dis chapeau. Chapeau à vous. Je dis chapeau. Le coup a été réussi. Je vous dis merci. Merci. Mais Kotobas est parti. Vous n'avez pas pu prendre son talent. Vous n'avez rien gardé de lui. Rien. Je vous dis, mais alors rien. Il est parti avec ce qu'il avait. Ouais. La méchanceté. D'une méchanceté, j'ai jamais vu ça. À peu près vers 5 h du matin, 5 h 30 du matin, la dernière piqûre quand même, parce que les infirmières faisaient le tout, il n'y avait pas le médecin, hein, il n'y avait pas de médecin, il y avait les infirmiers, les aides-soignantes, qui faisaient le tour, qui se relayaient, ils étaient dépassés. La dernière piqûre quand même a commencé à la peser, on se disait voilà, au moins ça s'est calmé, on va trouver une solution, le temps que le médecin arrive la nuit, le matin pour prendre son poste. Mais c'était la piqûre fatale. Kotobas a dormi pour toujours. Il ne s'est pas réveillé. On n'en croyait pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'était un film. J'ai l'impression que c'était un rêve. Ces colocataires de la chambre étaient étonnés. Eux, ils étaient malades. Koto les a trouvés dans cette chambre. Mais eux, ils pleuraient Kotobas.
Je pense qu'ils étaient guéris. Je me rappelle de ces messieurs. Ils pleuraient côte basse. Quand le médecin est arrivé, à un moment, on a commencé à entendre ce son qui faisait tic, 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 et qui s'accentuait, et qui accélérait le cœur de Kotoba. Ça montait en flèche, ça chauffait. Il disait que je sens la chaleur en moi. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il criait. Quand les infirmiers sont arrivés, on leur dit non, Koto il dort, sûrement il a trouvé du repos. Il s'est apaisé un peu, il dort. Le monsieur il dit non, il ne dort pas. Son pouls ne bat plus, il est parti. Mais comment ça il est parti? La maman qui était là, imaginez une maman. Son espoir. L'espoir d'une famille. L'espoir d'un peuple. Ma mère, si elle n'est pas devenue folle ce jour-là. Ma mère était traumatisée à vie. Cette femme a souffert depuis son enfance. Elle a souffert, elle a vécu. C'est atroce. On ne fait pas ça. Je vous dis, on ne fait pas ça. J'ai dit, je ne pleure pas. Mais je vais pleurer. Je croyais que je n'allais pas pleurer. Mais c'est plus fort que moi. 24 ans plus tard, on dirait que ça s'est passé ce matin. Je ne sais pas par où, je ne sais pas. Je ne sais même pas où je me suis retrouvée. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, je suis sortie. La première idée qui m'arrive, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne trouverai pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je courais dans toute la clinique en pleurant. Je pense que j'ai dû réveiller des malades qui étaient couchés. Toute la clinique, ça s'est réveillé. Même les malades sont sortis. Des malades sont... Il y avait des gens perfusés de partout. La première des choses que je pensais, j'ai dit à ma soeur, il faut que j'appelle sa copine, que j'appelle Thérèse. J'ai couru à la cabine téléphonique. À l'époque, il y avait des cabines. Là, il y avait une cabine à côté, à l'entrée de la clinique. J'ai couru à la cabine. Parce que il fallait attendre quand même petit matin, je ne sais pas. J'avais peur de sortir, de peur de me faire agresser. Je suis allée à la clinique. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon courage. J'ai composé le numéro de la maison de cette fille. Je suis tombée sur sa soeur. Je lui ai dit, est-ce qu'elle est là? Il me dit, pourquoi? Pourquoi tu as un cri? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, viens mort, viens mort. Elle me dit, non, 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 tu ne peux pas me dire ça. Viens était ici hier. Viens était ici hier. Pourquoi est-ce que viens mort? Il a fait un accident. J'ai dit, il n'a pas fait d'accident. Parce que quand on te dit que quelqu'un est mort, c'est sûrement un accident. Viens n'a pas fait d'accident. J'ai dit, appelle-moi Thérèse. Il allait appeler Thérèse. J'ai dit, Thérèse, viens est partie. Vie est mort. Elle me dit pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en panique. J'ai couru vite fait pour revenir à la clinique. Pour retrouver les miens. Je vous dis, en un temps, deux mouvements. La clinique était sombre. Parce que ça venait de partout. Tout Nieu-Bel était à la clinique. Tout Bonapriso. Je vous jure ça. On ne pouvait pas sortir de la clinique. Les gens n'en revenaient pas.